Bonjour Pierre Lellouche. Bonjour Sonia. Et bienvenue à la grande interview sur CNews Europe 1. Évidemment, nos téléspectateurs et auditeurs vous connaissent. Vous êtes ancien ministre, grand connaisseur des questions internationales, auteur d'un livre remarqué à succès intitulé « Engrenage, la guerre en Ukraine et le basculement du monde ». Justement, Pierre Lellouche, avant de revenir en détail sur la rencontre entre le président français et américain, le contexte, ce qui se joue en ce moment, est-ce qu'on vit un grand basculement de notre histoire, de l'histoire européenne ? Clairement, oui. Et ça va très très vite parce que le président Trump a impulsé des changements à une vitesse incroyable, avec des changements immenses en fait. Et l'Europe, nous Européens, on est vraiment au pied du mur cette fois-ci. Il va falloir qu'on arrête de se raconter des salades et des histoires et qu'on se prenne en main parce que l'histoire est en train d'avancer sans nous. Est-ce qu'il y a eu déjà un début de reprise en main hier ? Alors, il est vrai qu'il y a une entente affichée sur les images entre Emmanuel Macron et Donald Trump, le président français Pierre Lellouche qui a rappelé que la paix ne peut pas signifier la capitulation de l'Ukraine et le président américain qui a prévenu qu'il ne fallait ni plus ni moins éviter une troisième guerre mondiale. Selon vous, que pourra-t-il ressortir d'une telle rencontre à Washington ? Alors, il y a les apparences et il y a la réalité. Les apparences, pour Emmanuel Macron, sont très favorables. Il est dans une situation intérieure en France qui est calamiteuse, sécurité, la dette, le gouvernement faible, etc. Et il sait rebondir sur son domaine réservé. Il a montré hier une réunion très propre où il était en forme. Et en plus, il s'est présenté comme le porte-parole, voire le leader des Européens. Donc, au niveau des apparences, il a fait carton plein. Après, il y a la réalité. Et la réalité est beaucoup plus complexe parce qu'il n'a fait qu'acquiescer à ce que les Américains sont en train d'imposer. Les méchants diront que c'est de la génuflexion. En fait, il ne fait que ratifier ce que Trump a décidé. Alors, article 1, c'est la paix façon Trump en lien avec les Russes. Et au lieu, par exemple, hier, il y a eu 2 résolutions à l'ONU, dont l'une invraisemblai, parlons-en, oui. Où les Russes votent avec les Biélorusses, les Coréens du Nord, etc., contre le retrait des Russes d'Ukraine. La France ne met pas son veto, l'Angleterre non plus, donc on acquiesce. On acquiesce à une paix aux conditions des Russes, acceptée par Trump, à savoir pas d'entrée dans l'OTAN, les Russes conservent les territoires. Et ça, là aussi, on ne dit rien. On ne dit rien non plus quand, et on fait mine même de se réjouir, quand Zelensky va aller à Washington signer un contrat léonin, au terme duquel les Russes ou les Américains vont pouvoir exploiter les minerais en Ukraine. Et même, Poutine a ajouté, d'ailleurs, vous pourrez même venir dans le Donbass, qui est russe, profitez-en aussi pour gagner de l'argent aussi chez nous. Le problème, c'est que Trump prétend qu'il a donné 350 milliards de dollars à l'Ukraine, ce qui est faux. Au maximum, c'était 120. Et sur les 120, il y a 60 milliards de dollars de commandes d'armement aux sociétés américaines. Donc cet argent n'est même pas sorti des États-Unis. Mais vous dites ce matin, Pierre Lellouche, que hier, nous sommes allés finalement acquiescer. Et là, on a acquiescé ça. Avec un élément nouveau, vous le connaissez, mais parlons-en quand même, qui pourrait se concrétiser, qui va nous engager. S'il y a un accord de paix dans les prochaines semaines, comme l'a dit Donald Trump, ce seraient des troupes européennes pour veiller sur le terrain à une paix extrêmement précaire. Alors ça, c'est le 4e point. C'est le plus risqué. C'est l'idée de Macron et d'ailleurs du Premier ministre britannique d'envoyer des forces européennes dans le cadre du maintien de la paix. C'est une idée généreuse, mais risquée, tellement risquée d'ailleurs que Français et Anglais demandent aux Américains une garantie de la garantie, c'est-à-dire de bien vouloir protéger les forces européennes, non seulement par la logistique, mais aussi par la couverture aérienne et autres, parce que ces forces-là seront naturellement vulnérables à des provocations et ça risque de nous entraîner dans un bourbier assez considérable. Et pourquoi on accepterait justement un tel bourbier dans un pays miné évidemment par la guerre, avec une circulation énorme d'armes, politiquement instable et économiquement à terre? Oui, c'est tout le risque. L'Ukraine va sortir de cette guerre dans une situation absolument effroyable. Ils ont perdu un tiers de la population. Ils sont tombés à 30 millions d'habitants. Le pays est ravagé. C'est très triste ce qui se passe, d'autant que je continue à dire, là je suis très trumpiste, que cette guerre aurait pu être évitée et qu'elle est le résultat de
beaucoup d'erreurs. Vous l'avez écrit, hein, Oui, bien sûr. Mais est-ce que ça veut dire, Pierre Lellouche, que les Européens, selon vous, sont encore dans le déni? Déni depuis le début de la guerre, et même, dites-vous, avez-vous écrit, depuis déjà longtemps, depuis les accords de Minsk? Oui, malheureusement, c'est ça l'histoire. C'est que on ne s'est pas investi au moment où il fallait forcer la paix. Les Américains n'y étaient pas, d'ailleurs, ça ne les intéressait pas. C'était les Français et les Allemands. Donc aujourd'hui, on dit que c'est la faute des Russes. Mais enfin, nous aussi, on était là, on n'a pas vraiment empêché le dérapage. Pourquoi ? Parce que les Russes voulaient garder l'Ukraine sous contrôle et les Ukrainiens ne voulaient pas céder sur la décentralisation des territoires du Donetsk, qui contrôlaient à l'époque, qui ne contrôlent plus aujourd'hui. Donc tout ça, c'est malheureusement une spirale, un engrenage vers la guerre qui n'a pas été stoppé des deux côtés. Ce qui s'est passé, c'est que la grande surprise stratégique au début, c'est que les Ukrainiens ont résisté en février, et à partir du mois d'avril, les Américains se sont engagés. Et nous, on a suivi. Un peu comme on a suivi sous le coup de l'émotion et de l'indignation, c'était d'ailleurs parfaitement compréhensible. Bien sûr, mais c'est une attaque. On a suivi, si vous voulez, en mettant de l'argent, mais sans entrer dans le match. C'est-à-dire qu'on est resté un peu comme les supporters d'une équipe. Mais en affirmant qu'on allait gagner le match. Voilà, on a fait comme... Pardonnez-moi, au prix de combien de morts? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut affirmer aujourd'hui, malheureusement, que cette guerre effroyable, l'Ukraine ne pouvait pas la gagner? Non, de toute façon, il ne pouvait pas la gagner. Et le chef d'état-major américain, fin 2022, moi j'ai écrit à ce moment aussi un papier dans Le Monde, au moment où on a réarmé puissamment l'Ukraine pour lui permettre cette offensive du printemps 2023 qui a échoué, le général Miley a dit « l'Ukraine doit prendre son gain, il vaut mieux négocier maintenant avant qu'il soit trop tard ». Et à la fin, on se retrouve dans une situation pire, parce que les territoires sont perdus, le pays est ravagé, et il y a 1 million de tués et blessés des deux côtés. C'est monstrueux. Donc effectivement, moi je dis comme Trump, il faut arrêter le massacre. Simplement... à quel prix? Au prix d'une capitulation, vous l'entendez ce mot? Vous pensez véritablement que ce sera une capitulation? Non, ce ne sera pas une capitulation, parce qu'on va s'efforcer de conserver et donner toutes ses chances à l'Ukraine, en l'associant à l'Europe, en lui donnant beaucoup d'argent... non, on ne va pas reconnaître non plus la conquête territoriale des Russes, on va être dans une situation à la chypriote ou à la coréenne. Mais dans cette histoire, le paradoxe, c'est que les Américains sont les grands gagnants. Parce que... Sur quel plan, dites-nous, Pierre Lellouche? Ils ont vendu des dizaines de milliards de dollars d'armes, ils ont remplacé le gaz russe qu'on n'achète plus, ils nous vendent du gaz liquéfié américain 4 fois plus cher. D'accord ? Ils ont saigné l'armée russe sans perdre un seul soldat, en laissant la note du boucher aux Ukrainiens, parce que c'est eux qui ont payé le prix du sang, pas les Américains. Et là, ils montrent qu'ils dominent complètement le jeu, puisque tout le monde est obligé d'accepter. Et ils sont les faiseurs de paix aujourd'hui. Donc, vous voyez, sur le plan américain, c'est un sans faute. Côté russe, c'est beaucoup moins bien, en vérité, puisqu'ils ont, malgré eux, obtenu l'élargissement de l'OTAN à toute la Scandinavie et la Baltique, c'est pas terrible. Ils ont fabriqué une nation ukrainienne férocement anti-russe. Fabriqué ? Oui, parce que cette nation, elle n'existait pas. Elle était très diverse au moment de l'indépendance. Là, ils ont forgé une identité nationale ukrainienne anti-russe. C'est pas une bonne affaire pour eux. Ils sont devenus les vassaux de la Chine. C'est pas une bonne affaire pour eux. Et donc, dans cette affaire, n'est pas Pierre le Grand qui veut. Et Poutine n'a pas vraiment rempli son contrat. Et les opinions publiques dans tout ça? Est-ce qu'on leur a dit exactement tout ce qui était en cause? Non, mais c'est maintenant que ça se passe. C'est maintenant que ça se passe, parce que, vu la situation, le départ des Américains et le fait que les Russes sont quand même militairement surpuissants en Europe, il va falloir qu'on réarme. Et pas qu'on aille demander à Madame von der Leyen de faire, soi-disant, la défense européenne et tout le laïus habituel. Il va falloir qu'on reconstruise des chars, des avions, parce que une des leçons les plus négatives pour la France dans cette affaire, c'est que nous étions convaincus que la dissuasion nucléaire éviterait toutes les guerres, et que la possession de l'arme permettrait d'éviter la guerre en Europe. C'est la définition même de la dissuasion nucléaire. Pas de chance, la possession de l'arme dans un continent plein d'armes nucléaires n'empêche pas une guerre classique. Donc il va falloir qu'on refasse des armes classiques, qu'on repense l'articulation entre dissuasion nucléaire et force conventionnelle. Bref, ça a coûté énormément d'argent, il va falloir reparler services militaires, reparler dépenses militaires. À un moment, il n'y a plus d'argent. Donc là où Madame von der Leyen peut probablement être utile, c'est en faisant 3 choses. 1, enlever les dépenses militaires de la fameuse limite des 3%. 2, arrêter cette politique débile de taxonomie, entre guillemets,
qui interdit aux banques de prêter à l'industrie d'armement. Et donc de nous armer et de nous protéger. Voilà, alors qu'on appelle matin, midi et soir. Ça, c'était le wokisme bruxellois. Et 3, il faut qu'elle fasse un fonds, qu'il y ait un fonds d'investissement pour la défense de plusieurs centaines de milliards d'euros pour les années, un peu comme celui qui a suivi le Covid, pour permettre aux Européens de se réarmer. Vous y croyez là, au pied du mur? Vous pensez que ce sursaut-là va être... si vous voulez, j'espère. Mais enfin, je constate que les mêmes qui nous ont amenés dans cette panade sont encore aux manettes. Donc je doute que cette génération de leaders... malheureusement, on n'a pas beaucoup de Churchill et de De Gaulle sur l'étagère. On n'a que des gens qui ont joué avec cette guerre, je vous dis, en se comportant comme des supporters d'une équipe de foot assis sur le fauteuil, en laissant payer le prix du sang, mais en payant le ticket. Mais maintenant, voilà, on a un pays ruiné à côté de nous, il va falloir s'en occuper. Et ça va être difficile et risqué. On entend votre alerte ce matin, Pierre Lelouch, sur CNews et Europe 1. Et si on prend un tout petit peu de recul, c'est incroyable ce qui s'est passé en seulement un mois. Un mois depuis l'accession. Un mois, oui. Oui, depuis que Donald Trump est à la Maison-Blanche. Il y a eu les négociations entre Russes et Américains à Riyad. Et il y a eu le discours de J.D. Vance, le vice-président américain. Alors, discours qui était très critiqué en Europe. Vous l'avez lu en entier. Oui, en Est-ce détail, que vous continuez de dire aujourd'hui, au contraire, qu'il essayait de nous ouvrir les yeux, écoutez, notamment sur la liberté d'expression? Écoutez, il est tombé en plein dans l'affaire C8 et la décision du Conseil d'État. Quand j'ai dit Vance, dites faites attention, vous avez un problème avec les libertés individuelles. Moi, je vais vous lire un passage de la décision Je dis à nos auditeurs qui ne le voient pas que vous tenez un papier. C'est l'arrêt du Conseil d'État. L'arrêt du Conseil d'État. Sur C8 et Énergie 12. Oui. Et ça, c'est l'arrêt qui valide la décision de l'ARCOM. Et en les termes suivants. Et donc, il dit... Il fallait choisir entre les projets, tenez-vous bien, qui contribuent le mieux à la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturelle, lequel participe de l'objectif de valeur constitutionnelle de pluralisme des courants de pensée et d'opinion, et qui sont le mieux à même de répondre à l'intérêt du public. Si vous comprenez ça, vous me téléphonez. La vérité, c'est que c'est un charabia qui cache le fait que quelqu'un décide ce qu'il faut penser ou pas penser. Et ça, c'est inacceptable. Et là-dessus, Vance, il a mis le doigt sur quelque chose d'essentiel, c'est que cette structure, l'ARCOM, qui est l'héritière de quelque chose que François Mitterrand avait créé en 82, qui s'appelait la Haute Autorité, l'ACA, confie à un petit nombre de gens le droit de savoir ce qu'on a le droit de penser ou pas penser. Et si vous n'êtes pas d'accord, on vous met une amende et ensuite on confie au Conseil d'État, qui est le tribunal de l'État, le soin de vous interdire. Vous dites aussi que c'est le faux nez du pouvoir ? Bien sûr. Le Conseil d'État est là pour protéger l'État contre le public. C'est à ça que ça sert. C'est Napoléon qui l'a créé pour ça. Et d'ailleurs, on a un système unique au monde, puisque personne n'a deux juridictions. Nous, on a une juridiction spéciale pour protéger l'action de l'État. Et c'est ce qu'il fait. Il protège l'ARCOM, qui est lui-même composé de gens qui sont nommés par le pouvoir politique, dont le président, j'ai connu jadis au cabinet de Jacques Chirac, un obscur fonctionnaire, qui se permet aujourd'hui de supprimer des chaînes de télé et de mettre 400 personnes au chômage. Mais c'est insensé. Si ça s'était produit en Hongrie, ou je ne sais où, ou en Russie, on aurait dit scandale, censure, on interdit les chaînes de télé. Vous vous étonnez, à l'inverse, de l'atonie ou de l'apathie, en réalité, pas de l'opinion publique, parce qu'il y a quand même beaucoup de Français qui ont signé cette pétition. Mais de la classe politique, oui. La classe politique. Ah oui, je suis scandalisé, parce que c'est quand même énorme ce qui est en train de se passer. Liberté d'expression, et puis sur un tout autre plan et dans un autre domaine, Pierre Lelouch, liberté d'avoir sur notre sol qui l'on veut, de pouvoir aussi renvoyer ceux qui sont sous le coup d'une OQTF. On ne le peut toujours pas, malheureusement. Et puis ça s'est passé, on constate cela après l'attaque terrible de Mulhouse. Qu'est-ce qu'il faut dire aujourd'hui à l'Algérie ? On a écouté hier François Bayrou qui a dit maintenant, on va prendre des décisions. Très bien. Il y a toute une série de mesures de graduation, graduées, comme on dit en dissuasion nucléaire, des ripostes graduées. Il y a tout. Suppression de l'accord de 68, dénonciation de l'accord de 68, qui donne des visas exorbitants aux Algériens, suppression des facilités de visa diplomatique qui permet à la nomenclatura de venir se balader en France et se faire soigner gratos, merci de rembourser. Enfin, il y a plein de choses. Le nombre de consulats, 23 consulats algériens contre 3 français, c'est pas acceptable. Mais j'ajoute que j'inviterais le Quai d'Orsay à être un peu plus imaginatif et peut-être à mettre en cause la responsabilité de l'État algérien devant la Cour internationale de justice, car quand vous ne récupérez pas vos concitoyens
condamné chez le voisin... Être responsable ? On devrait demander un principe de responsabilité. Vous savez qu'en droit international, il existe une jurisprudence qui dit qu'un État qui commet des dommages environnementaux chez le voisin est responsable. Là, clairement, les personnes qui ont été tuées et blessées à Mulhouse sont le résultat du refus de l'Algérie de reprendre quelqu'un qui avait été condamné et qui devait être expulsé. Donc c'est la responsabilité de l'Algérie qui doit être en cause, et qui est directement en cause dans la mort de ce malheureux à Mulhouse et dans les blessures des autres. Donc oui, la France doit faire jouer le principe de responsabilité. On le verra dans les prochains jours. Dernière question rapide, pardonnez-moi Pierre Louche, il nous reste quelques instants. Votre réaction à ce qui s'est passé autour de l'eurodéputée Rima Hassan qui a été refoulée en arrivant en Israël. Je rappelle qu'elle est visée par une enquête pour apologie de terrorisme, qu'elle est à l'origine de nombreux appels au boycott de l'État hébreu, sans oublier la polémique sur les conditions de la mort de la famille Bibas. Certains, malgré tout, estimaient qu'il aurait fallu la laisser entrer pour qu'elle constate ce qu'est la démocratie israélienne, quand d'autres ont dit impossible qu'elle mette un pied... Non, elle est dans la provoque du matin au soir, cette jeune femme. Moi, je suis horrifié de voir qu'elle représente la France au Parlement européen avec un maillot marqué Palestine. Il faut choisir. Soit c'est palestinien, les syro-palestiniennes, soit les françaises. Mais ça commence à bien faire. Les provocations au Parlement européen et en Israël, les Israéliens ont eu une raison de lui dire de retourner au Parlement européen ou à Bruxelles. Bon, ils ont une forme d'humour, c'est pas très méchant, mais elle est dans la provocation. Merci. C'est ce qu'elle fait, c'est son métier, elle est là pour ça. Merci Pierre Lelouch. Loin des provocations, c'est l'analyse qui est privilégiée dans votre livre intitulé « Engrenage, la guerre d'Ukraine et le basculement du monde que l'on vit en ce moment. L'histoire s'écrit sous nos yeux ». Merci à vous. Merci à vous, madame. Merci beaucoup.